Bonjour à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Au micro, c'est Rosine Mounezero et je suis en compagnie de Mohamedou Oumfa pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de l'accouchement par césarienne. Nous écouterons le témoignage d'une concernée. J'ai eu mes 3 accouchements par césarienne. Selon les médecins, ils disent que j'ai un problème de bassin. Et comme j'ai fait toujours des gros bébés, mon premier bébé, je l'ai eu à 5 kilos. Par peur de pousser aussi, le médecin a trouvé mieux que je passe par la césarienne. Dans cette édition, un spécialiste nous expliquera quelques raisons qui obligent les médecins à procéder aux césariennes. Quand on a diagnostiqué par exemple qu'un bassin est rétréci ou chirurgical, certainement qu'à la prochaine aussi, c'est une césarienne. C'est ce qu'on appelle une césarienne itérative, ça veut dire pour la même cause comme pour le premier accouchement. Et comme nous le verrons, les consultations prénatales sont très importantes car elles permettent d'éviter une césarienne à la future maman ou à défaut de la préparer à cette opération. Déjà à partir de la CPN, si vous voyez des cas compliqués, vous informez déjà la maman que vous n'allez pas accoucher par la voie basse, vous allez accoucher par la voie haute. Toutes ces informations, c'est dans la suite de ce programme qui commence toujours par l'actualité santé. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. L'épidémie d'Ebola au Libéria s'est achevée en 2016, mais on en reparle. Les effets de la maladie sur le système de santé du Libéria pourraient avoir fait plus de morts que le virus lui-même. Oui, Mohamedou, c'est le constat fait par une équipe de chercheurs de l'Université de Washington qui a mené une étude parue le 20 février dernier dans la revue PLOS Médecine. Selon cette étude, les effets d'Ebola ont été dévastateurs sur le fragile système de santé du Libéria. 67% des soins de base n'ont plus été dispensés pendant l'épidémie et la période qui l'a immédiatement suivi. Les femmes enceintes ne recevaient pas de soins prénataux essentiels et celles sur le point d'accoucher n'allaient pas donner naissance à la clinique, mais accouchaient chez elles. L'un des effets les plus pernicieux du virus a été l'infection de près de 300 membres des personnels de santé, limitant encore plus l'accès des malades aux soins alors qu'il était déjà très réduit. En outre, l'argent envoyé par les donateurs internationaux pour la reconstruction du système de santé a largement échoué à atteindre son but selon l'étude. Il faut rappeler, Firmin, que l'épidémie en elle-même avait été une tragédie pour ce pays. En effet, le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de 2014 à 2016 où elle a fait 4800 morts et laissé des milliers de malades avec des séquelles. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, à cause de l'Ebola, il y a eu 25 000 vaccins contre la tuberculose et 100 000 traitements contre le paludisme en moins par rapport à la période antérieure à l'épidémie. Environ 5 000 naissances se sont déroulées sans assistance médicale. S'il est vrai que de nombreux indicateurs en matière de santé ont désormais retrouvé leur niveau d'avant l'épidémie, des maladies comme le paludisme sont plus répandues qu'avant, avec 50% de cas de plus qu'en décembre 2013. Allons maintenant en Afrique du Sud, où la listériose tue depuis le début de l'année 2017 et l'on est déjà à 172 morts. Effectivement, depuis janvier 2017, 915 cas ont été confirmés et un total de 172 personnes sont décédées de la listériose au cours des 13 derniers mois, selon un bilan communiqué le 22 février par le gouvernement. Il s'agit de la pire épidémie de listériose dans le pays et même dans le monde, selon les Nations Unies. La source de l'épidémie n'a pas encore été déterminée, a déploré le gouvernement sud-africain dans un communiqué, précisant que la plupart des cas ont été enregistrés dans la région de Johannesburg et Pretoria. Eh bien, Firmin, que sait-on de cette maladie ? Mohamedou, en fait, c'est une maladie infectieuse qui se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés. Elle provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques. Les sujets sensibles comme les personnes âgées, les nouveau-nés, les femmes enceintes ou les patients au système immunitaire affaibli sont plus exposés aux complications comme la méningite. Les autorités sud-africaines ont appelé la population à respecter les règles d'hygiène, lavage régulier des mains, cuisson à forte température des aliments, tout en exhortant à ne pas paniquer inutilement. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Et puis au Cameroun, les autorités ont inauguré une nouvelle unité de production de médicaments. C'était le 21 février dernier.
En effet, Mamadou, c'est le Premier ministre camerounais qui a procédé à l'inauguration de cette unité de production appelée Africa Pharmaceutical Cameroun. C'est le fruit d'un partenariat entre le Cameroun et l'Inde conclu depuis 2013. Cette unité de production est située à Douala, capitale économique du Cameroun, sur un site de 10 000 mètres carrés. Elle est dotée d'une capacité de production d'1 milliard de comprimés à la chaîne. La structure dispose de 2 sections de laboratoire. Une section de phytochimie, c'est-à-dire une section qui va analyser les substances naturelles issues des plantes. L'autre section, c'est la microbiologie. Le coût du projet s'élève à 5 milliards de francs CFA. Alors, Firmin, quel peut être l'apport de cette unité de production pour le Cameroun? Alors, Mamadou, il faut déjà savoir que le Cameroun importe 90% des médicaments. Sur un marché de 100 milliards de francs CFA, seulement 5 à 8 milliards sont gérés localement pour l'approvisionnement en médicaments essentiels. En outre, le Cameroun est victime de la contrefaçon des médicaments. Le 16 octobre dernier, par exemple, une cargaison d'environ 200 cartons de médicaments illicites avait été saisie dans le nord du pays. L'une des opérations sporadiques qui ne suffisent pas à enrayer le phénomène. Cette unité de production peut donc aider à combattre la contrefaçon et surtout à baisser les prix de médicaments dans ce pays. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la césarienne. C'est une pratique qui consiste à faire accoucher les femmes par la chirurgie. On parle aussi d'un accouchement par voie haute. La césarienne peut être indiquée lorsqu'un accouchement par voie basse comporte un risque pour la mère ou l'enfant, par exemple en cas de prolongation du travail, de souffrance du fœtus ou de mauvaise présentation du bébé. Cependant, elle peut entraîner de graves complications et être cause d'invalidité ou de décès. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'augmentation des césariennes alors que certaines ne sont pas médicalement nécessaires. Pour en parler, nous avons contacté un spécialiste. Il s'agit du docteur Michel Tossalissana, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Béni en RDC. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Tout d'abord, nous lui avons demandé quand est-ce qu'une césarienne est nécessaire. L'accouchement peut se passer de 2 manières. On parle de la voie basse ou bien la voie haute qui est la césarienne. Naturellement, un accouchement devrait se dérouler par voie basse. Et cet accouchement-là qui se déroule sans beaucoup d'intervention, sans beaucoup de manipulation, on dirait naturellement, s'appelle un accouchement toxique. Et c'est pas la voie basse. Et il faut un certain nombre de conditions pour ça. Maintenant, si ces conditions ne sont pas réunies, c'est comme ça qu'on peut passer par une intervention chirurgicale qui va consister à extraire le fœtus par une incision faite au niveau de l'utérus. Et c'est là qu'on appelle césarienne. Et pourquoi certaines césariennes se déroulent normalement et pas d'autres? Et quels sont les facteurs qui compliquent l'opération? Chaque césarienne a ce qu'on appelle une indication, une cause qui fait qu'on opère. Alors tout dépendra de la cause de la césarienne. Déjà, si une césarienne est indiquée chez une femme qui fait déjà l'hémorragie, croyez-moi qu'on se lance sur un terrain qui a beaucoup plus de risques. Il y a des indications, par exemple, qu'on appelle l'éclampsie. Donc, une femme convulse, elle est porteuse d'une hypertension, elle convulse. Il y a plus de risques de complications. Il y a certaines qui peuvent se compliquer plus que d'autres, seulement de par l'indication, mais aussi certaines circonstances qui peuvent faire qu'il y ait des complications post-opératoires, une femme qui saigne alors que c'était inattendu, et beaucoup d'autres petits détails, surtout les hémorragies. C'est ça qui importe plus les femmes post-opératoires. Oui, dans certaines opérations, selon certains témoignages, les médecins ont dû choisir qui sauver entre la maman et le bébé. Est-ce possible? Comment et pourquoi? Normalement, le but de la césarienne, de l'accouchement, c'est qu'on ait un bébé. Et donc, c'est embarrassant souvent quand la vie de la mère est à danger et que la grossesse n'est pas à terme, parce que souvent ça arrive de telles indications, c'est lorsque la grossesse n'est pas à terme, on se dit ce fœtus n'est pas vraiment viable ou même viable dans nos conditions, tout qu'on aura des difficultés pour élever le nouveau-né, prématuré surtout. On peut être conduit vraiment à indiquer une césarienne même sur une grossesse non à terme, parce que à ce moment-là,
on sait déjà qu'il y a un danger et que le fœtus lui-même d'abord est en danger. Et la mère aussi, si on ne fait pas l'intervention chirurgicale, finalement, on va la perdre aussi. Donc, des choses l'une, on peut être amené à se dire, bon, comme même déjà le fœtus, son pronostic vital est à danger, il est à haut risque, et que même en laissant sans opérer, c'est toujours compliqué. Peut-être, en procédant par l'intervention chirurgicale, le nouveau n'aura pas de chance de survivre, mais au moins la mère, dans ces conditions, peut survivre. Ça peut être aussi une pathologie qui est chez la mère, qui ne sait plus supporter la grossesse. Par exemple, le cas de cardiopathie. Donc voilà, mais ce n'était pas ça le but ultime. Et si on ne parvient pas à avoir les nouveau-nés dans les conditions souhaitées. Et quelles sont les conséquences éventuelles à court et à long terme d'un accouchement par césarienne pour l'enfant et pour la mère éventuellement? Quand la césarienne s'est déjà déroulée, nous supposons que le fœtus est sorti et qu'il a été récupéré, bien qu'il y ait des cas de souffrance fétale ou cérébrale maintenant. Ça peut arriver pour les nouveau-nés, parce qu'effectivement, les conditions qui ont amené à ce qu'on décide une césarienne étaient déjà de nature à perturber la vie de l'enfant. Donc, un enfant peut souffrir à l'issue de ça, ou bien s'il n'a pas pu être sauvé, peut-être dans un délai record, cet enfant peut souffrir. Mais toute intervention chirurgicale a des complications, et encore à plus forte raison la césarienne. On sait que la plupart des complications chez la femme qui a subi une césarienne, dans l'immédiat, ce sont les hémorragies. Et ça, vraiment, tous les mécanismes sont mis en marche pour essayer un peu de limiter, tant soit peu, la survenue des hémorragies postpartum. Bien sûr, maintenant, dans la suite, on peut avoir des problèmes d'adhérence, des maladies cardiovasculaires, ça peut arriver, surtout si la femme ne s'est pas beaucoup mobilisée. Et voilà, autant de problèmes. Mais les complications, il y en a. Et les plus redoutables à craindre, vraiment les plus à craindre, c'est surtout l'hémorragie qui nous fait perdre beaucoup de femmes. Alors, quelles sont les recommandations pour une femme qui sort d'un hôpital après un accouchement par césarienne? Les recommandations pour chaque intervention existent. Une des plus grandes recommandations, c'est d'éviter à ce que la femme accouche rapidement dans les mois qui suivent. Et même si elle n'a pas subi une césarienne, on sait qu'elle doit se reconstituer. Et donc, le planning familial doit faire partie des débats pendant les CPN, donc les consultations prénatales, mais aussi pendant la CEPON, donc après accouchement. C'est parmi les messages que nous devons donner aux femmes qui ont accouché par césarienne. Elles ne doivent pas trop se mobiliser pour éviter à ce que des saignements intempestifs surviennent ou dans la longue désadhérence, et éviter à ce qu'elles se contaminent parce que les voies génitales restent encore fragiles pendant une certaine période d'au moins 6 semaines. Donc il faut proscrire beaucoup de pratiques, y compris les rapports sexuels. Et est-ce que la césarienne est accessible pour la majorité de Congolais? Sinon, pourquoi et comment remédier à la question? Pas seulement la césarienne, mais déjà une simple consultation, déjà la population peine à y accéder. Même déjà un accouchement par voie basse pose problème. C'est un appel pathétique que nous laissons à tous les compatriotes de pouvoir s'unir pour mutualiser les soins, y compris les soins pour l'accouchement. Au moins pour l'accouchement, la grossesse dure un certain nombre de temps et on est conscient qu'on est enceinte. Donc c'est différent de la maladie. Là, si les gens prennent le temps d'épargner ou bien de s'organiser, on peut partager les risques et avec la mutualisation, donc les mutuelles de santé, nous pouvons arriver à ce que toute femme qui accouche, n'importe par quelle voie, quelle que soit la voie d'accouchement, quels que soient les soins apportés, qu'elle ne soit pas retenue à l'hôpital parce qu'elle n'a pas su payer les frais et demander pour l'accouchement. Donc, nous recommandons avec beaucoup d'insistance le mutuelle de santé. C'est là que nous voulons vraiment encore remercier toutes ces mutuelles qui sont déjà fonctionnelles ou bien qui sont en naissance. Nous encourageons vraiment toute la population à supporter chacun et les risques les uns pour les autres. Parce que même dans les pays développés, quelques risques qu'on puisse être, c'est toujours difficile de faire face au coût des soins. La césarienne est inaccessible. Les coûts est inaccessible pour certaines personnes. Là, c'est en termes de coûts,
Mais aussi, il y a des milieux encore reculés où ils n'ont pas la chance d'avoir un médecin, une équipe à même de pratiquer la césarienne dans de bonnes conditions, avec une anesthésie bien conduite, avec une surveillance, parce que non seulement l'intervention chirurgicale, mais aussi la surveillance. C'est ça aussi qui manque souvent. Et donc, ça reste inaccessible. Docteur Michel, dernière question. Quelles sont les précautions à prendre pour une femme en vue d'éviter d'arriver à un accouchement par césarienne? Quand on a diagnostiqué, par exemple, qu'un bassin est rétréci ou chirurgical, vous n'allez plus rien reprocher de prendre comme précaution. Certainement qu'à la prochaine aussi, c'est une césarienne. C'est ce qu'on appelle là maintenant une césarienne itérative. Ça veut dire que pour la même cause et comme pour le premier accouchement. Et cela peut arriver maintenant, par exemple, pour les problèmes de bassin rétrécis ou chirurgical, comme on a maintenant l'habitude de l'appeler, parce qu'il y a un problème de nutrition. Actuellement, maintenant, on a beaucoup de bassins chirurgicaux parce que la population congolaise est maintenant dans un état de malnutrition chronique. Pour les autres causes, il y a des choses qu'on peut éviter. Il faut respecter le planning. Parce que même pour l'accouchement par voie basse, la femme doit se reconstituer et éviter que la cicatrice pour la césarienne ne soit vraiment pas la cause qu'on dise que non, voilà, comme on a fait que 8 mois, c'est fragile, allons-y. Mais peut-être qu'elle a fait 3 ans d'intervalle. Là, au moins, on peut encore la surveiller toujours comme on le fait, mais avec beaucoup plus d'attention. Pour éviter tout ça, nous demanderons à ce que nos mamans, nos sœurs en âge de procréer ou bien qui sont déjà enceintes, de fréquenter les CPN, les consultations prénatales. Parce que là, le but des CPN, c'est pour aller détecter les facteurs de risque et de traiter ou bien d'éviter certains qui sont évitables. C'est là qu'on va aussi détecter les IST, les infections sexuellement transmissibles, les VIH-Sida et les autres. Donc, il y a des précautions qu'on peut prendre à fréquenter les CPN. Et la chose à dire aussi par rapport au CPN, c'est que malheureusement, on voit toujours les femmes seules, alors que pour qu'il y ait grossesse, la femme n'était pas seule. Elle était quand même avec un mari. Et ce mari-là, nous avons toujours eu besoin de lui parce que lui aussi peut nous aider à éviter un certain nombre de césariennes ou des complications qui peuvent conduire à la césarienne. Nous remercions le docteur Michel Tossalissana qui était au micro de notre correspondant à Béni, Ericas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Écoutons à présent une femme ayant accouché par césarienne. Madame Anouchka Timanga vit à Lubumbashi en RDC. Pour mettre au monde ses 3 enfants, les médecins ont eu recours à chaque fois à la césarienne. Une expérience assez unique qu'elle a accepté de raconter à notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina. J'ai eu mes 3 accouchements par césarienne. Selon les médecins, ils disent que j'ai un problème de bassin. Et comme j'ai fait toujours des gros bébés, j'ai 4 kg 400. Je me rappelle, mon premier bébé, je l'ai eu à 5 kg. Donc, c'était impossible de pousser. Et puis, comme j'ai fait beaucoup d'années sans enfant, donc par peur de pousser aussi, le médecin a trouvé mieux que je passe par la césarienne. Deuxième accouchement, j'avais toujours le même problème de pousser les enfants. Donc, le problème, c'est moi. Et le médecin dit que accoucher par césarienne, c'est aussi avantageux, surtout quand tu accouches dans des bonnes conditions. Et en fait, comment ça s'est passé? Il y a eu, par exemple, des problèmes quand vous êtes arrivé à l'hôpital, quels a été les premiers constats du médecin jusqu'à prendre la décision de vous faire accoucher par césarienne? J'arrive toujours à la date prescrite par le médecin. Je donne l'exemple, le médecin te dit l'accouchement c'est les 10. Mais tu as les contractions à partir du 8, tu supportes, le 9, tu supportes. Le 10, tu vas à l'hôpital, rien n'arrive. Donc, on te met, quand on fait les touchés, tu es toujours à 1 cm. Tu n'avances même pas à 5. Et là, le bébé est en souffrance. Le médecin dit souvent, quand le bébé est en souffrance, c'est mieux d'intervenir pour éviter qu'il y ait soit perte, soit que le bébé décède après l'accouchement. Quand le bébé est en souffrance, après la date prescrite par le médecin, automatiquement, on demande l'avis du mari et on intervient pour faire la césarienne. Est-ce que vous avez eu des problèmes quand vous êtes parti à l'hôpital? Vous avez rencontré quelques problèmes? Non, jusque-là, non. Sauf que j'ai 3 cicatrices sur moi. Je me disais, avec les temps, si j'ai l'argent, je vais aller soit en Afrique du Sud ou en Europe.
faire un peu de chirurgie esthétique pour un peu effacer mes cicatrices. J'ai une longue cicatrice ici, l'autre là-bas. Ça me gêne un peu. Mais je suis déjà habituée parce que mon mari aime ça. Il dit c'est la voie par laquelle les enfants sont venus. Mais moi-même, ça me gêne un peu. En accouchant comme ça par césarienne, votre premier accouchement, deuxième accouchement jusqu'au troisième, vous n'avez pas eu peur ou vous n'avez pas pris la décision d'arrêter au deuxième accouchement, ni plus encore subir des opérations chirurgicales? Tomber enceinte, ça vient quand on ne le programme jamais. Mais après notre troisième césarienne, j'ai fait la ligature, j'ai mis les stérilés. Donc, parce que on a toujours dit 3 césariennes, c'est déjà de trop. Et de cela, je préférais mettre les stérilés. Pas la ligature, j'ai mis les stérilés. Que même 5 ou 10 ans plus tard, je peux toutefois enlever les stérilés et avoir encore un autre enfant. Et qui pouvez-vous dire aux mères et futures mères qui vous écoutent en ces moments et qui peut-être un jour accoucheront aussi par césarienne? Je les encourage parce que les femmes qui accouchent par voie basse, ce sont des femmes qui se plaignent beaucoup parce qu'elles ont un problème de coulement. Quand elle est habillée en blanc, vous voyez que les habits sont tachés à tout moment et tout. Apparemment, la voie s'ouvre. Accoucher par césarienne, moi, je ne trouve pas ça grave. C'est normal. Si ça arrive, c'est le médecin normalement qui décide. Ça, c'est pas toi, la femme enceinte, qui va dire je vais accoucher par césarienne. Non, c'est par rapport au bassin, le poids de l'enfant. Si l'enfant est en souffrance, allez, les médecins interviennent et disent non, madame, on passe pas à la césarienne. La plupart des femmes ont peur, mais moi je les encourage. Il faut pas avoir peur. Je suis fière d'avoir eu mes 3 enfants par césarienne et je n'en souffre pas, à part mes cicatrices. Quand je voyage, il faut aller faire la natation. J'ai un peu honte à cause de mes cicatrices, mais sinon, j'en suis fière. L'accouchement est un processus physiologique normal qui peut se dérouler sans complications pour la majorité des femmes et des enfants. Mais pour ce faire, les femmes doivent prendre le soin de faire leur consultation prénatale. Elles peuvent par exemple se faire assister par des sages-femmes qui ont l'expérience des grossesses et des accouchements. Des sages-femmes comme Angèle Malemba pour qui il n'est pas nécessaire de paniquer si une césarienne s'avère nécessaire. Et le micro de notre correspondante Pero Matanda. Vous accompagnez généralement les femmes pendant l'accouchement. Est-ce que vous les préparez à l'éventualité d'accoucher par césarienne? Oui, on le prépare déjà à partir de la 7e. Si vous voyez des cas compliqués, vous informez déjà la maman que vous n'allez pas accoucher par la voie basse, vous allez accoucher par la voie haute. Vu les conséquences qui peuvent survenir si vous accouchez par la voie basse, on prévient ces conséquences et complications. Vous allez accoucher par la voie haute, d'où la césarienne. Avez-vous déjà eu des cas de femmes qui ont accouché par césarienne? Racontez-nous un peu quelques cas. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Bon, les cas compliqués, vraiment, c'est un peu difficile par rapport à notre meilleure prise en charge ici. Mais ça arrive 2 fois après la césarienne, la femme peut présenter une hémorragie. Elle peut présenter aussi d'autres signes post-césarienne, dont on peut intervenir et puis elle prend le soin et ça ne pose pas vraiment de problèmes. Comment vous les aidez, celles qui rencontrent des problèmes après la césarienne? Il faut d'abord passer à la préparation psychologique. Il faut lui expliquer que tout va passer à l'amiable. Donc, c'est pas un problème compliqué. Tout ce qui peut vous arriver, on ne panique pas premièrement. On prend la prise en charge pour éviter d'autres complications qui peuvent survenir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux futurs parents qui nous écoutent en ces moments et qui sont généralement pris de panique quand ils entendent parler des césariennes? Donc, la césarienne, pendant les années antérieures, on pensait que si on te fait une césarienne, il y a la vie et la mort. Mais ce n'est plus ça. C'est une technique de sauver la maman et l'enfant. Donc, c'est une meilleure voie aussi d'accouchement. C'est pas un problème si une femme accouche par césarienne. Nous remercions mesdames Anoushka Chimanga et Angèle Malemba pour leur témoignage, ajoutant ces recommandations de l'OMS publiées le 15 février 2018. Tout en mettant en garde contre toute référence universelle, les nouvelles directives de l'OMS stipulent que pour une femme qui accouche son premier enfant, tout travail qui ne dure pas plus de 12 heures devrait être considéré comme normal. Pour les grossesses ultérieures, le chiffre tombe à moins de 10 heures, donc il n'est pas toujours nécessaire de provoquer ou accélérer un accouchement dans cet intervalle de temps. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Hassan Omar Boulali. Hassan, vous appelez pour une question. Vous avez une question? Oui, tout à fait. J'ai un frère qui a eu une tuberculose cérébrale. Tuberculose cérébrale? Oui. Donc, il a pris un traitement et après, il est guéri. Mais le problème, il a eu des effets secondaires, une crise d'épilepsie, voilà. Donc, le problème, comment on peut faire, en fait, apporter des traitements sur ça et à chaque fois, ça revient. S'il arrête le traitement, ça revient. En fait, quelquefois, il a tout le corps qui bouge, quelquefois il vomit. Donc, d'où vient le problème et est-ce qu'il y a des associations qui peuvent nous aider à avoir un voyage médical à l'extérieur? Hassan, vous nous appelez d'où? De Djibouti. De Djibouti. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Hassan, d'avoir appelé. Docteur Guincap est là pour vous répondre. Ce que je veux préciser, c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons. Il peut également avoir d'autres localisations. La localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son ensemble. Les crises épileptiques, très souvent, ne sont pas en rapport avec des effets secondaires du traitement, mais sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose qui siège au niveau du cerveau. C'est pour cette raison que, pour éviter notamment les rechutes que signale Hassan chez son frère, il faudrait savoir si le traitement est pris avec un respect de la prescription, à savoir les doses de prescription et deuxièmement la durée de prescription qui peut parfois aller de 6 mois à 12 mois. L'autre élément important que je voudrais également préciser, c'est que les épilepsies qui surviennent aussi régulièrement chez le frère d'Hassan sont plutôt le témoin que la guérison peut-être n'est pas achevée et qu'il existe encore des foyers de tuberculose cérébrale qu'il faudrait éradiquer. Et c'est pour cette raison que je l'invite vraiment à revoir le médecin pour faire le point par rapport à la guérison effective et sur ces crises d'épilepsie à répétition qui sont pour moi la manifestation d'une tuberculose cérébrale qui existe encore ou les séquelles d'une tuberculose cérébrale qui malheureusement n'est pas complètement guérie. Par ailleurs, l'élément également que j'aimerais préciser, c'est que les rechutes d'une tuberculose cérébrale peuvent être en rapport avec un état immunitaire défaillant. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, j'invite Hassan à amener son frère chez un médecin pour refaire le point par rapport à cette situation-là. Quant aux associations qu'il souhaite avoir, il faudrait dans un premier temps connaître le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire. Ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire qu'on peut proposer une éventuelle association. Mais pour ma part, je pense qu'à Djibouti, il y a de la compétence et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale, y compris une tuberculose cérébrale qui présente des effets de type épileptique. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la césarienne, une technique d'accouchement qui permet d'extraire le bébé en faisant recours à la chirurgie lorsque le travail naturel de la maman est difficile. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Michel Tosalisana, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni en RDC. Il nous a expliqué quand la césarienne est nécessaire et quelles précautions prendre pour réduire les risques d'accouchement de cette nature. Nous avons également écouté 2 témoignages, celui d'Anouchka Chimanga, une femme ayant accouché 3 fois par césarienne, et le témoignage d'Angèle Malemba, sage-femme au centre hospitalier de la Borne à Kinshasa. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Tiro et de Carl Stanley qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mamadou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Munezero. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas
pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.